le salafisme en France? Ben, si tu veux, on est dans un système aujourd'hui dont aucun candidat ne peut se défaire complètement. Je vais prendre un exemple qui est l'intégration juridique européenne. Actuellement, si on veut expulser un type, il y a 5 instances juridictionnelles qui peuvent être saisies du dossier. Bon, il y a évidemment la juridiction française, l'appel, la cassation, etc. Mais il y a en plus la Cour de Strasbourg et la Cour de Luxembourg. Ça veut dire qu'on a construit un système juridique protecteur des droits qui est un système autobloquant. Autobloquant au sens où, effectivement, tu ne peux plus aujourd'hui expulser un mec. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que justement, il y a eu 2 débats, si tu veux, qui ont été saccagés par ce système de construction européenne. Bon, le premier, c'est celui-là, c'est-à-dire que finalement, la France étant condamnée, se voyant interdire d'expulser un type, le retrouve sur le ventre jusqu'à sa mort. Bon, il y a 70 types qui aujourd'hui sont assignés à résidence et qui vivent sur la République française, des fois dans des villages, et les mecs demandent à être approchés de leurs femmes, de leurs enfants, etc. C'est-à-dire ils demandent à retrouver une vie normale qu'ils ne devraient pas avoir si on avait appliqué les mesures d'expulsion. Bon. Mais ces types, on ne sait pas quel est leur degré de dangerosité. Dans le droit français, on considère que quand tu as fait ta peine de prison, tu t'es amendé. Combien de mecs on a retrouvés, si tu veux, qui n'étaient pas amendés du tout? Bon. Donc on a un système, si tu veux, qui aujourd'hui, qui s'est perverti avec le temps, qui était le système du droit d'asile. Le droit d'asile est une convention internationale qu'on a signée dans les années 50 parce que tous les pays démocratiques se sont reprochés d'avoir refusé les juifs que Hitler avait déclarés apatrides. Tu sais que Hitler donc, décide que tous les juifs allemands n'ont plus la nationalité allemande, donc ils se retrouvent apatrides. Et toutes les démocraties les refusent. Bon, ça va être la Shoah et ça va être le massacre, etc. Donc, après-guerre, on décide de faire une convention sur le droit d'asile pour que on puisse accueillir des gens qui sont évidemment des défenseurs des libertés qui sont menacés dans leur vie par un régime oppressif. Bon. La première vague, c'est évidemment les réfugiés d'Europe de l'Est. Donc effectivement, ce sont des défenseurs des libertés. Mais le système va se pervertir parce qu'à ce moment-là, à partir des années 80, on va commencer à accueillir des types qui sont des réfugiés parce qu'ils sont menacés de la peine de mort chez eux, quoi qu'ils aient fait. Et donc va se constituer le Londonistan, dans lequel on va accueillir des islamistes radicaux qui tiennent des discours. Moi, je les ai écoutés à Hyde Park Corner, il fallait entendre ce qu'ils racontaient, les types. Et il y avait le Bobby, si tu veux, à l'anglaise, qui se baladait les mains dans le dos, en disant c'est la démocratie américaine. Bon, quand tout à coup il y a eu les attentats de Londres, les Anglais ont vite retourné leur veste. Ils ont expulsé tout le monde. Et visiblement, ça veut dire que ça n'est pas injouable comme ça. Bon. Donc, si tu veux, on a un système qui est autobloquant, qui est celui-là. Deuxième débat surréaliste à la française, ça a été la déchéance de la nationalité. Le débat ouvert par Hollande, c'était il faut pouvoir déchoir de nationalité des gens qui sont des binationaux, puisque c'est la condition juridique importante, parce que ces types-là n'ont rien à faire sur le territoire français, ils ont déjà été condamnés, etc. La déchéance de nationalité existe déjà dans le Code civil. Article 25, c'est la déchéance pour fait de trafic de drogue. Et il y a également le 27, je crois, qui est pour les gens qui ont pris les armes contre l'armée française. Bon. Tu te dis, attends, on ne pourrait pas prendre la déchéance de nationalité pour fait de terrorisme sur le territoire français? On est à 290 morts et 900 blessés dans les rues de Paris et on ne pourrait pas on pourrait pas déchoir de sa nationalité un terroriste. Donc tu te dis, mais attends, le système démocratique français, il fonctionne sans aucune connexion avec la réalité des faits. Là, je suis dans le bouquin dont je te parle, sur le Est-ce si grave? J'ai retrouvé le cas d'un Français condamné à 25 ou 30 ans de prison en Irak, par la justice irakienne, pour avoir pris les armes avec Daesh, etc., et qui a réussi à entrer en contact avec sa propre famille et qui lui dit « je suis malade, on ne me soigne pas, je vais mourir, etc. etc. » La famille mobilise les ONG, un prisonnier a droit à des soins, les ONG, Amnesty, la CIDH, etc., la Ligue internationale des droits de l'homme va faire pression sur le Quai d'Orsay pour que le type soit rapatrié en France. Le type est effectivement rapatrié en France, il est soigné en France, finalement il se rétablit. Et puis, une fois qu'il s'est rétabli, on le retrouve 6 mois plus tard en Tunisie en train de faire du trafic d'armes. Bon. Il n'y a que Amnesty qui se soit excusé. Tous les autres ont dit « ah mais non, mais nous c'est notre rôle, c'était à l'État français de surveiller ». Mais tu te rends compte de ce degré d'irresponsabilité? C'est-à-dire des organisations humanitaires françaises qui disent « mais ah oui, non, mais nous, on a fait notre rôle ». Enfin, si tu ne peux pas, quand tu as le cas d'un type dont tu ne connais pas le dossier,
Tu te mouilles pas, tu dis pas, attends, est-ce que le type, il a vraiment un dossier médical? Est-ce qu'il n'est pas condamné pour avoir égorgé des enfants, des choses comme ça? Tu vois, tu te mobilises pas sur des principes. Mais quand c'est le cas comme ça, non, mais attendez, c'est une très belle cause, ça. Voilà, donc tu as des cas comme ça qui font que la société française, sur certains sujets, me désespère un peu. Autant la légitimité, si tu veux, d'action de défense des droits de l'homme, de défense des journalistes, etc., sont des actions, si tu veux, dont tu peux comprendre si le dossier est constitué. Mais en même temps, quand tu dis on va faire prévaloir le principe sur la réalité, ça devient grave, quoi. Quel candidat, alors? Le candidat, ça, je m'en fous. Complètement. Tu vas voter là ou pas? Écoute, je sais pas. Si tu veux, encore une fois, parce que l'évolution de la société française est faite de telle manière que même si tu élis un candidat, tu t'aperçois que de toute façon, après, tu as un mécanisme de blocage qui fait que... Qui vient de quoi? Pardon? Qui vient de quoi? De la haute administration? Non. Tu dis non parce que t'en as fait partie? Non, si tu veux. Moi, j'ai un cas que j'ai vécu personnellement qui était la crise du Rwanda. La crise du Rwanda, parce que justement, on est en plein dedans, là, aujourd'hui. Moi, j'étais à l'époque à la délégation aux affaires stratégiques, et donc, en juin ou juillet 93, donc 6 mois avant le génocide, je fais un papier sur le Rwanda. J'avais un bureau Afrique, si tu veux, dans ma sous-direction. Et donc, j'entends parler du Rwanda, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce pays? Je ne sais même pas où c'est. Enfin bref, je travaille un peu le dossier avec mes collaborateurs. Et puis, je fais un papier qui s'appelait « Plaidoyer pour un réexamen de la politique française au Rwanda », dans lequel je disais... Je ne comprends pas l'intérêt stratégique qu'on me raconte sur ce pays, qui est en plein centre de l'Afrique, à côté du Zaïre. Enfin, ça n'a strictement aucun intérêt stratégique. Ce n'est pas une offensive des anglophones, contrairement à ce que j'en lis sur certains papiers, parce que, encore une fois, c'est pas parce que... Si tu veux, pour te donner une idée de la construction d'un argumentaire stratégique. Kagame, le patron des Tutsis, était un mec qui avait passé toute son enfance dans des camps de réfugiés en Ouganda. Bon, on n'avait pas lui demandé d'aller au lycée français de Kampala pour apprendre le français, donc le mec était anglophone. Alors, c'est pour ça, pour le Quai d'Orsay, c'était la preuve que les Anglais étaient derrière. Évidemment, le mec parle anglais, donc... Et tu avais des arguments de ce degré de bêtise. Le Quai d'Orsay, magnifique. Ben, pas seulement le Quai d'Orsay, t'avais aussi, si tu veux, des militaires qui étaient en coopération avec l'armée rwandaise. Bon. Alors ces mecs, ils formaient des officiers français, des officiers rwandais, et puis à chaque fois que les officiers rwandais montaient au contact du front contre le FPR, des fois ils se faisaient gonfler. Donc qu'est-ce que faisaient les officiers en formation? Ils essayaient de comprendre pourquoi leurs élèves s'étaient fait gonfler. Et donc ils montaient de plus en plus près du front pour essayer de comprendre. Mais en même temps, à partir du moment où tu franchis la ligne rouge, tu t'en rends pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et simultanément, tu vas avoir ces mecs qui vont devoir expliquer leur échec. Mais évidemment en disant, mais il nous faut plus de moyens. Donc tu vois comment se construit un cercle vicieux. Bon. Bref, mon papier part. Je me fais engueuler par le capitaine militaire qui me dit, mais quand on ne connaît pas un sujet, on n'en parle pas, etc. 6 mois plus tard, c'est le début du génocide, dans lequel l'ambassadeur à Kigali raconte que c'est des rumeurs. Bon. Quand on se rend compte de la gravité de la chose, on décide de monter l'opération Turquoise. L'opération Turquoise était donc une opération d'interposition entre Hutus et Tutsis pour arrêter le massacre. Bon. C'est difficile de monter une opération comme ça quand tu as été maqué pendant des mois et des mois avec le régime en place. Bon. Le président Habyarimana était mort dans son accident d'avion, enfin dans l'attentat contre son avion. Et donc, encore une fois, c'était une situation d'urgence dans laquelle il fallait C'est important qu'on revienne sur cet attentat. Je sais pas, moi j'ai pas d'informations, je vais pas me prononcer là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. C'est rare que tu te dises ça. Non, il y a des tas de choses que je sais pas. Hein. Le mystère de la création, je connais pas non plus. Bon. Ah, si. Donc, ce qui est intéressant plutôt, c'est le reste, c'est-à-dire comment se construit la décision. Donc finalement, tous ces mecs qui avaient défendu la politique française au Rwanda se sentant un peu merdeux, si tu veux, quand Mitterrand décide l'opération Turquoise, il faut donc trouver la solution pour que des troupes françaises viennent en interposition dans un lieu de conflit. C'est pas évident quand même. Hein, bon. Donc, le Quai d'Orsay dit, nous, on va envoyer quelqu'un voir Kagame au FPR pour lui faire comprendre que l'armée française ne vient pas combattre, etc. Qui est-ce que choisit le Quai d'Orsay? Ils choisissent l'ancien ambassadeur de France à Kigali. Celui qui avait dit que c'était des rumeurs. Bon. Comme nous, on était au ministère de la Défense, ça c'est une affaire sérieuse, il ne faut pas s'amuser à envoyer des troupes qui vont être pris évidemment pour des belligérants. Et donc, on décide d'envoyer Ruffin, qui était au cabinet de Léotard, et Prunier, le seul spécialiste du Rwanda, enfin, ou un des grands spécialistes du Rwanda, il est marié avec une Rwandaise. Bon.
C'est eux qui vont entrer en contact avec Kagame pour leur dire, écoutez, les troupes vont arriver comme ça, ils vont se déployer comme ça, le commandement des opérations spéciales arrivera en tête pour venir vous contacter, on va établir une ligne de communication entre vous et nous pour que s'il y a une ambiguïté, on puisse se parler directement. Dispositif, si tu veux, pour sécuriser la chose. Mais Kagame le reçoit parce qu'il y avait Prunier. Bon. Réunion à la direction du directeur de cabinet au ministère de la Défense où il y avait le directeur de cabinet, le chef du cabinet militaire, le directeur des affaires stratégiques, moi-même, et puis Prunier, le seul qui n'avait aucune raison d'y être puisqu'il n'était pas chef. C'est-à-dire, tu vois, on fait une réunion entre chefs, c'est sérieux. C'était le seul qui connaissait le Rwanda. Personne d'entre nous ne connaissait le Rwanda, évidemment. Nous, on était des théoriciens. Bon. Et donc, on était en train de monter le dispositif de l'opération turquoise, et donc le chef du cabinet militaire dit on va se servir d'une base aérienne juste à la frontière du Zaïre et de l'Ouganda, dont j'ai oublié le nom de la plateforme, enfin, en disant les avions pourront se poser là, donc on va se déployer dans le nord, ça limitera les communications, etc., etc. Donc, l'idée du dispositif turquoise, c'était dans la région nord du Rwanda. C'était la technique militaire, on n'avait pas grand-chose à dire. Le seul, encore une fois, qui connaissait le Rwanda, c'était Prunier. Et Prunier, il dit, mais écoutez, moi je connais rien à la technique militaire, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous mettez dans le nord, il n'y a plus de Tutsis, ils ont tous été massacrés, ils sont réfugiés dans les collines du sud. Donc si vous arrivez et que vous mettez vos militaires dans le nord, personne ne croira que vous venez défendre des Tutsis. Donc on va vous prendre une fois de plus pour l'intervention militaire pour défendre vos anciens alliés. Dans la minute de silence qui s'est passée dans le cabinet quand Prunier a dit ça, mais tu avais l'impression que d'un seul coup, il y avait le ciel qui tombait sur la tête de tous ces gens qui étaient des chefs, mais qui, encore une fois, ne connaissaient pas le sujet. S'il n'avait pas été là, il y aurait eu des massacres, et des massacres de soldats français, etc. Donc, pourquoi j'insiste sur cet épisode ? Parce que cet épisode-là te montre la façon dont se construise la réflexion de nos élites. Nos élites, c'est... je suis à Paris, capitale d'une grande puissance occidentale, j'ai fait des très bonnes études, j'ai été labellisé chef, etc., etc. Et donc, je vois le monde comme la vie politique française veut le voir. Partons sur une autre région. Là, on voit l'OTAN, la Russie faire un concours de la plus grosse à la frontière, pour parler tout à fait trivialement. Exercice de l'OTAN, exercice de la Russie, bâtiments américains en mer Noire, avions américains qui viennent lécher la côte russe. Les Russes, le prennent mal. Le Russe qui s'est saisi de la Crimée. Le Russe qui est en train de sponsoriser le Donbass. Ça se tend. Est-ce que Biden a besoin d'une nouvelle guerre froide pour asseoir ses positions? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va aller au carton? Écoute, non, on va pas aller au carton. D'abord parce que si tu veux, personne n'a envie de faire la guerre. Ça coûte trop cher. Ça coûte cher. Tu veux dire, mobiliser les Français pour aller défendre le Donbass. Je veux dire, tu sais, ça rappelle Narvik. On va couper la route du fer. Bon. Donc, non, je reviens un peu sur cette crise parce que, encore une fois, si tu comprends pas. Pour aller sauver l'Ukraine. Pardon ? Pour aller sauver l'Ukraine contre l'ours russe. Oui, mais si tu ne comprends pas quel est le background qui constitue l'identité des belligérants, c'est-à-dire des Russes, des Ukrainiens, des Occidentaux, etc. Si tu prends le cas par exemple de l'Ukraine. L'Ukraine, donc, c'était la mère patrie de la Russie. Rappelle-toi, c'est la Russie se fonde à Kiev, puis ensuite elle migre et elle va passer à Moscou, etc. Bon. Mais quand l'Ukraine, si tu veux... L'Ukraine est un pays dont la frontière n'a cessé de translater. Parce qu'après 1917, quand il y a le traité de Brest-Litovsk, si tu veux, l'Ukraine va translater vers l'Est. Bref. Et puis ensuite, quand il va y avoir la victoire de 1945, ils vont transiter vers l'Ouest. Mais enfin, entre-temps, il se passe un phénomène qui est évidemment un élément important de l'identité ukrainienne, c'est que dans les grandes mesures de Staline, si tu veux, quand il y a ces grandes famines, si tu veux, en Europe, l'Ukraine est particulièrement touchée puisque c'est le pays producteur de céréales auquel on va piller, on va voler toutes les productions. Et il va y avoir en Ukraine quelque chose qui s'appelle l'Holodomor, c'est-à-dire en fait une espèce de massacre par la famine chez les Ukrainiens, qui est resté évidemment comme quelque chose de très profond. Et quand les Allemands vont arriver en Ukraine en 1941, tout à coup, ils vont être pris pour des libérateurs. Et donc l'Ukraine va constituer une brigade qui va les battre avec les Allemands contre les Russes. Bon, tu vois déjà comme le scénario devient simple. Bon.
Quand il y a évidemment le retour, que les forces, l'armée rouge arrivent à reconquérir l'Ukraine, etc., puis après, il va y avoir tout ce phénomène de vengeance, d'extermination, etc., etc. Bon. Dans l'histoire soviétique, la Crimée, donc, a été normalement russe. Mais